journée. Je donne tout de suite la bienvenue au ministre Clarenval. Merci pour votre présence ici aujourd'hui avec nous. Et donc, bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième partie de la journée dédiée, cette fois-ci vraiment au 10e anniversaire de l'AMCRA. Donc ce matin, je vous ai présenté en quelques mots les activités de l'AMCRA dans les 10 années qui se sont écoulées. Notre mission, vous le savez déjà, c'est réduire la résistance aux antibiotiques en réduisant l'usage des antibiotiques chez les animaux. Mais la Belgique, bien évidemment, n'est pas le seul pays qui a entamé un parcours de réduction rationnelle de l'utilisation des antibiotiques. Nous avons donc décidé aujourd'hui d'inviter un guest de l'Allemagne, le professeur Lothar Kreienbrock, qui va nous présenter l'approche en Allemagne. Alors Lothar, I can say Lothar. Lothar is professor epidemiologie aan de Universiteit Diergeneeskunde. Het is geen fout, het is een Universiteit Diergeneeskunde in Hannover. Hij is ook directeur aan het departement epidemiologie, dat erkend is als WHO Collaborating Center for Research and Training for Health at the Human Animal Environment Interface. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar bemonstering en monitoring, epidemiologische methoden en risicobeoordeling, methoden van goede klinische praktijken, empirische methoden op de interactie mens-dier-milieu en last but not least antibiotica-consumptie en resistentie bij dieren. Lothar, the floor is yours. Yeah. Thank you very much, Fabiana. I have to first thank Wannes and Fabiana for inviting me here to this conference. Thank you. I never had a lecture in a hall like this, so it's really amazing. And I have to apologize that a guy from Germany gives a presentation in English on a conference where people have Flemish and French language talks up to now. So sorry for this special thing. Okay, so I want to give you a presentation on the German livestock situation, so the antimicrobial use in the German livestock. During the last 10 years, one has asked me to give the reasons why we are so good. I don't know if we are so good, and maybe you decide. Okay. Okay, if this is really the right vote here, Wannes gives. Okay, so before I start, I want to give some remarks on the antibiotic monitoring and surveillance systems on antibiotic use in Germany. So the story begins some, let us say, 10 or this is from a newspaper. Our former Minister of Agricultural Affairs, Ilse Aigner, said, okay, we have 1,700 tons of antimicrobials in German livestock. This is too much. We have to do something. Thank you. 11 million ducks, between 50 and 60 million pigs. So let us say a livestock which is 4 or 5-fold larger than here in Belgium. And of course, we have to contrast these aspects with antibiotic use. Some 10 years ago, the story starts with, let us say, 3 parts of antibiotic use MOS. First of all was legal acts, the so-called DIMDI Act and the Medicinal Products Act. Then activities from the agricultural industry and scientific processes. So this starts in 2011 with the DIMDI Act, in 2014 with the Pharmaceutical Act, in between 2013 the industry starts. We start some years earlier to make feasibility studies, what is ongoing, and some very, very early things were done at our universities, let us say 20 years ago. What is reported, and this is really different, DIMDI is reporting sales data. The Medical Production Act is reporting use data, same for the industries. We are trying to get use data and amounts, and special treatment courses were done in other studies.
Who is reporting? That is very, very different. Of course, sales data is reported by the producers. The Pharmaceutical Act is done by the farmers. The same is for QS, the production system. We have reports from farmers and vets, and of course the scientists themselves do the reports in the scientific studies. And unfortunately, all these parties have different rules how to organize this and how to organize completeness. So sales data is more or less the overall sales with no specification of animal species. The Medical Production Act is for fattening purposes only, so no laying hens, no dairy, and only large farms. So small-scale farms are not in the program. QS is only for members of the system. We try to get a representative sample, and we try to include fattening, all fattening aspects, and dairy as well. And the special investigations, of course, are very, very different. So if you look on this, let us say, scaling, you should not wonder that the system, how to get the data is different. But in Germany, we have a very, very special application form, which is was introduced in 1975. So now we have more or less 50 years were gone since then. So more or less no veterinarian who is now acting is not knowing what this application and delivery form is. And this is important for calculating all our numbers because there are a lot of details in this system. So have a look here. So we are not only addressing the drug name and all these different numbers. So we are looking for the number, species, and identity on the farm animals treated. And the same is for the duration, dose per animal and day, which gives us the opportunity to make very, very special calculations on this. And this was used for our legal acts. And there were two legal acts in the beginning which really explain how to do all these calculations. By training, I'm a statistician, and I was really looking for a legal act where it is explained how an average is calculated. That is what was really, really interesting for me. But all these things were really directly linked into these legal acts. So from this point, we have to look that we have different measures of antibiotics use. And if we try to publish our results, all reviewers ask us, why do you use these awful numbers? Because they are different to international standards like here in Belgium. And therefore, I want to give you a small explanation. This starts with my last Sunday's experience in looking on the AMCRA website, where you find the sentence that antibiotic use can be expressed in different ways, with, of course, the basic rule that you need a numerator and a denominator, which, of course, yields into this formula, which I guess was first described by Timmermans some 20 years ago, which have an amount and have DDDs in the denominator, animals at risk, and all this stuff. The German number seems to be different, and it seems to be different, again, by this application and delivery form. And here I have introduced the number, species, and identities of the animal's treatment and the treatment duration, and this gives us a chance to calculate a number like this, which is the animals treated times the animal's treatment day over the population at risk, which says this is the average numbers of animals treated per day in a population. If you now recognize that the used daily dose is the amount of active substance over the animals treated and the animal weight, and here the red numbers here are indicated here in the formula, you can reformulate this treatment frequency in a way that it is much closer to the Belgian way, which is the same formula with one huge difference here. Here we have the animal weight and the used daily dose, and in the classical calculation, you have a standard weight and the defined daily dose.
So substantially, both numbers are the same, but we have huge differences in the treatment weight and the standard weight, and in the used daily dose and the defined daily dose, which of course are different. And because this is different, it's really, really complicated to compare these figures. So if you look on your Belgian numbers and on the German numbers, you have to recognize, of course, differences. What are we doing in Germany with these numbers? We have a benchmark system where we split up all our farms into 4 categories. The first 25 up to 50% of all treatments have no action afterwards. In the third part, we have the advice to consult a vet for the farmer. And if you are in the fourth part, reduction required is necessary. So if you have these different numbers now, so the numbers of the DDD calculation and the UDD calculation, of course, you end up with different distributions. And from that point of view, maybe it's of some interest to compare these both figures. And we have done this in a publication of our colleague Svetlana Kazabova, and we get some different distributions here. It's for chicken, for poultry chicken, where you see that the both calculations within the population are really, really different if you use DDD or UDD calculations. The same is for suckling piglets here, distribution comparison. It's not so complicated for fattening pigs, where it is, seems to be very, very similar. So from that point of view, in benchmarking these systems with these different numbers, you have a shift in statistical measures. And with this shift in statistical measures, in comparing these both calculations, you will end up with different numbers. And here, and sorry for the wrong colors here, if you look, if you contrast these both calculations, here on the left-hand side, we have the UDD calculation, and on the right-hand side here, the DDD calculation. You may recognize that only 50% of all have really the same voting here in these calculations. And you have here this discordant pairs here and here that you really run into a complete different benchmark system. This is a complicated situation, and from this point of view, it's really, really important that we contrast these different measures in a way that we really can compare. So again, contrasting these both figures is complicated. Here you may recognize that we have, oops, sorry, that we have roughly 40% wrong benchmark results if we change our scaling parameter. So what is the reason for this? The reasons may be obvious. First of all is standard weights and average treatment weights, of course, are different. You may know that ESVAG is asking for 1 kilogram standard weight in poultry chicken. And here we have calculated 500 gram per chicken, per average chicken in Germany. And if you look here on this graphical presentation of the treatment day, where the chickens were treatment in Germany, here we have a scaling of, let us say, 4 to 6 weeks. And here we have the average body weights of these animals. You may recognize that if we say we stop fattening after 4 to 5 weeks, the average body weight is 264 grams in Germany. If we stop for 5 to 6 weeks, it is 376 grams, which is threefold or fourfold difference to the ESVAG weight. And therefore, the DDD and the UDD calculation, of course, is different. So there are a lot of decisions why a vet decides for a different dose in treatment. Here is a list of these different reasons, and including this, and including that the DDDs sometimes are very, very different in calculating. Here an example from amoxicillin in pigs. ESVAG is talking on 17 milligram per kilogram body weight. The licensed drugs in Germany
get an average which is 30. So you have a twofold difference, and this of course yielded in very, very different results. Okay, so this as an, let us say, preliminary comment on this data we have in Germany, and now let us have a look in the different developments. Let us start with sales. As mentioned, DIMDI started in 2011 with roughly 1,700 tons, and in 2020 we end up with 701 tons, which is a reduction from 100 to 41% within these 10 years. If we go into details with the different drug classes, the antibiotic classes, all these classes have a decline in use, especially if you look on the high priority, critical important antibiotics, macrolides and polypeptides. We go from 170 tons to 54, and in polymyxins from 127 to 73, which is of course a decline. There are others like fluoroquinolones and cephalosporins where you have no decline. This is stable during the last 10 years in Germany. If we have a look into the regional distribution, I don't like these graphical presentations. They are presented here by our federal office. Of course, a lot of antibiotic drugs were used in that areas where you have a lot of animals. So here is the center of evil, the region along the Dutch border where we have a lot of pork production, a lot of poultry production, and a lot of dairy cows. So of course, this is related, and many politicians, many newspapers discussions, of course, said we have to stop this. This is too much. Please remember this graphical presentation. It can be important in some minutes. If you look on this, this is the sales data presentation of ESVAG. So Germany is in the midfield. Belgium is somewhat here, so it is not the same, but in the same range. Maybe with Jérôme gives this presentation that in the neighborhood countries, Belgium is on the upper scale, but I'm not happy with this type of presentation. It is standardized in some sense because we are looking on population correction units, but it's not standardized in the sense that maybe the mixture of populations is different. So if we have a population with the same standardized population size, which is from beef cattle only, and the same for pigs, then of course the pig country, let us call this, has of course a larger amount, and therefore additional standardization will be necessary in future. Okay, so from that point of view, it's better to go into use data, and this is collected by the German Medicine and Productions Act. And this is a very interesting database, but unfortunately it is not open for public analysis or for scientific analysis. It's for vet administrative purposes only. Published will be only the 50% and the 75% percentile, which are the both measures which I have presented you in the benchmark concept. And if I look on this, we see the following figures starting in 2014 up to last year. Here on the upper scale, we have poultry and turkeys, which is more or less the same level here. We have a short decline at the beginning, and then broiler go up again, and turkeys are on the same line. And we have, in contrast to this, very small numbers for the beef sector, and some decline in the pork production sector. This is the absolute median trend. If we look on the relative trend to have a better recognition what happens, we may really see here, for instance, this is the green line is fattening. It goes down to 30% of the starting 2014. Same is, for instance, for weaning pigs, which is 40% at the end. No decline in the poultry sector.
What's ongoing in the different drug classes? It's the same figure, more or less in all categories. You have a decline here marked in green, but here again for the poultry sector, for the poultry sector, we have no declines, and sometimes there is an increase in antibiotic use in these classes as well. So from that point of view, what are the reasons? So let us look on reasons, and for this, the studies we have to set up a monitoring study, which a much more deeper insight into the project was done. We call this project VetCap for veterinary consumption of antibiotics, and the S is for Sentinel study, because we try to look in the same farms again and again and again. So as I mentioned, we started some 15 years ago with a feasibility study to really show that this is possible to get this data from farmers and from vets. Then we had a pilot exercise in 2011, and starting in 13, we have data till 21. So that is the database we are talking about. We split up Germany in 4 regions. So the northwest part with high animal density, the eastern part, the former GDR, with, let us say, median sizes of animals, but large farms, extremely large farms. So we have dairy cow farms with 20,000 animals. Bavaria with a lot of animals, but small farms, and a median area here. This small yellow aspect is vineyard farming only, and there's no really livestock here in this area. Some results, first for poultry. So this is the graphical development of the farms with no antibiotic use per half year. And we started with 2 to 3% farms in the beginning, and now, and now we have between 20 and 50% of all farms which really are able to produce without any antibiotics use. Only for the scaling here, here we have 40 per half year. If you assume that you have 7 to 8 runs a year, this is approximately 10 days of antibiotic use per run in poultry. So that is really a large number here in the beginning. What is the active compounds per year? And this is, I had fearing that all my colors were gone by the sunlight, but maybe you have a small impression what happens. So we have starting, and especially here the yellow things here are the polypeptides, which are roughly 30% here in the beginning, and then they decline. Fluoroquinolones were starting with a large amount, and they decline, and the same is for the macrolides. So at the end, for the critical importance, fluoroquinolones, macrolides, and polypeptides, we have a decrease from 42 to 26% in poultry industry. Of course, within a run, the need for antibiotics use is different. So in week 1 of the animal's life, it's different to week 2, and we have a problem in Germany with polypeptides. Here here we have into the last weeks 40-50% of the antibiotics use is polypeptide use in German poultry industries. What's with pork production? So pork production we split up in suckling piglets, weaners, fattening, and sows. And again, this is in numbers starting with roughly 20% without any antibiotics use in the beginning. Now we are reaching 35 to 40% in all classes without any antibiotics use, which is really a success, I guess. If we look onto the median development in these different classes here, we have a decline starting from 4 to 1 in the suckling sector, starting from 10 to values
below 1 for the median values in the venous sector. For fattening is more or less nothing at all here in the fattening sector, and in SAO it's similar. So from that point of view, really a large decrease in the sectors as well. So all these numbers are numbers of classical monitoring systems, but we want to go into detail. And if we have longitudinal development, of course, that is one reason, but maybe there are other reasons. For instance, the decline of pig industries or other changes. So we are in the classical confounding situation that other factors maybe are important for the therapy frequency as well. And then we are in the classical confounding triangle where we try to take this into account. We do this with regression modeling, and now sorry for all people who are not familiar with all the statistics business, but we do a lot of regression techniques. We try to make special models with special different transformations, so using log transformation, square root transformation, and all this business, but we take into account a lot of important factors, which is of course time, which is the different regions we have here, different farm sizes, which we have split up in lower, middle, and upper third, and farm type. Do we have specialists which have fattening pigs only, or weaner pigs only, or have we combination of all, or farmers who switch from one system to another from time to time? The random effect veterinarian is used with this at all. And then we get results like this, that we have a longitudinal process here. We have the effect of the farm size, we have the effect of the region, and we have the effect of the farm type as well. And you remember the map of the sales data, where we see that in the northwest of Germany, we had a lot of antibiotics use. And here we see that the region has a statistical significant effect, and the bad guy is East Germany and not Northwest Germany. And this, of course, is important to take into account in a system like this as well. Here, as I remember this map, where East Germany was not so bad. Okay, so this could be done for all different aspects, like the fattening sector as well, for the sows and for the weaning pigs. So this is possible. And with this, we have a better possibility to show what are the possible factors which influence antibiotics use, which give us a better impression on this. Okay. What is ongoing in the antibiotics classes? This is a class component here for the piglet sector, for the suckling pig sector. And here the most important aspect, on the critical important aspect, are the macrolides here, these pink things for venous polypeptides as well are an important issue. And we really see that there is a shift in the antibiotics class uses as well. Overall, the antibiotic high priority critical important use has not changed. There is a small tendency to get smaller amounts, but it's more or less stable in the different sectors. Some last comments to the beef, dairy, and calf sector, where I have to say calves is not the special fattening calves, it's the other calves. And you have to remember that dairy cows are not in the system in Germany, and as you see here, there is no change in antibiotics use. So setting up a legal framework for a monitoring system has a direct impact here, and this is really shown. Now we have discussions in Germany that the dairy sector will be included in future. Here we see the longitudinal development of the median. As I mentioned, in the classical beef sector, only some antibiotics use, so no changes at all. The same processes here are shown, for instance, here in the dairy sector. No regional effects, no farm size effects, but again, a small effect
in the longitudinal approach, which is that there is a small time effect, but there is only calf and beef cattle have a farm effect. Regional effects were not seen in the cattle industry. Okay, so from that point of view, coming to an end, I want to give, let us say, a small summary and some final remarks. So contrasting our three systems, so the pharmaceutical industry, the legal acts, and the scientific studies, we have to say that we have in the pharmaceutical industry no animal species which are documented, no animal treatment things. So from that point of view, of course, all of the sales data problems are the same in Germany as in other countries. For the legal act systems, fattening only is of course a problem, and there should be changes in future. The limitations of our VetCap study, of course, are obvious. It's only a sample, and people were not forced to come into our study, and therefore maybe there is a small selection effect as well. So to sum up, we have to say that there is a rapid decline in different animal species, with the exception of poultry. We have to recognize as the antibiotic class profile changes. We have to say that this is less understood because there is a lot of, let us say, additional discussions ongoing. We have no data on small farms in Germany officially. We have no data on dairy, laying hens, ducks, geese, and other livestock aspects. And of course, we have no data for horses, dogs, and pets, which of course are important in times where the animal acts on the European level change. There is no antibiotic resistance documentation system which is strictly linked to livestock, and therefore an integrated One Health concept, which is discussed here in Belgium, is missing up to now in Germany. So from that point of view, there is a story of success, but on the other hand, there is a story of, let us say, running behind the international development in Germany. If you need more information, I may give you the chance to link to our homepage, VetAmour. Amour is for antimicrobial use and resistance, which is now included in our VetCap projects as well, as you find it on our homepage of our university. And with this, I want to stop now with 3 final comments. First of all, I have to congratulate all colleagues, and many of them are today here in this, not say room, here in this area. Congratulations to 10 years of really excellent work helping to understand the antibiotics use and antibiotic resistance problem in livestock. Congratulations to this and to this special event today. And I have to thank you for your attention, and I have to apologize for the sunlight because some of my presentations were not so goodly seen as I have expected it. Thank you for listening. Are there questions? Zijn er vragen voor Lothar? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? No? It's too hot. And you don't have to apologize for the light. We have too good weather. Yeah. This is... Okay. If no questions are there, then nope. I thank you, Lothar. I will stay if there are any additional questions. During the after I'm here. Yes, so, thank you. Exactly. Thank you. Ok, donc on va continuer avec cette deuxième partie. Vous l'avez entendu pendant les présentations précédentes, la Belgique a maintenant un premier plan d'action One Health de lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
Notre prochain orateur, Haroun Yaras, nous présentera les actions et les objectifs du pilier humain du plan d'action national. Haroun est diplômé en tant que pharmacien hospitalier et a exercé ce métier durant plus de 10 ans avant de rejoindre en 2015 l'SPF Santé publique Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Il est chef d'équipe au sein du service soins aigus et chroniques de la DGZ Santé. Cette équipe coordonne différents programmes qui visent notamment à améliorer l'utilisation des médicaments dont les anti-infectieux avec la Babcock Support Team. Il assure actuellement la coordination du pilier humain du plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Voilà. Haroun, à toi la parole. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà branché. Oui, ça va. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation pour cette journée spéciale pour l'AMCRA. Donc, je suis là un peu pour vous donner des nouvelles des humains, enfin, du secteur humain. Et globalement, je vais essayer de vous dire quel qu'il y a comme initiative, quels sont les projets en cours, quels sont les challenges également. Bon, ça a été répété toute l'après-midi, donc comme vous le savez, l'AMR, c'est vraiment une question qui concerne tant les humains que le secteur animal, que le secteur environnemental. Et enfin, j'ai pris quelques exemples oui, donc des choses qui nous concernent tant les humains que les animaux et aussi l'alimentation, qui sont voilà, quelques illustrations de l'interconnexion qu'il y a entre les différents secteurs. Et c'est aussi quelque chose qui finalement avait été vu déjà en 1999, lors de la création de la Babcock avec un arrêté royal où, sur base des recommandations de Copenhague, il y avait eu cette volonté de vouloir approcher cette problématique de manière intégrée et en tenant aussi compte des écosystèmes différents. Donc, à l'époque, on était déjà au One Health, même s'il n'y avait pas forcément le secteur environnemental qui était autour de la table, mais c'était le cas pour les animaux, le secteur animal et le secteur humain. Et je pense qu'on a pas mal de mérite en Belgique parce qu'on a réagi assez vite, on a été dans les premiers, on va dire, pour commencer ce type d'approche. Et ça a donné de bons résultats dans les premières années. Je pense qu'il y a eu pas mal d'initiatives intéressantes, en tout cas au niveau des hôpitaux, avec la création des groupes de gestion des antibiotiques, par exemple, mais aussi des équipes d'hygiène qui ont été mises sur base de projets pilotes, etc., puis qui se sont bien consolidées et qui ont mis en place pas mal d'initiatives dans les hôpitaux qui ont donné des résultats. Et donc en 2012, la création de l'AMCRA. Et puis en 2013, on a eu un protocole d'accord MDRO qui a aussi réparti les différentes tâches avec la création d'une cellule technique pour le MDRO, mais aussi des équipes de Outbreak Support Team qui interviennent toujours dans les différentes installations lorsqu'il y a des outbreaks, des épidémies. Et alors, à partir de 2014, j'ai envie de dire qu'au niveau du secteur humain, il y a eu une certaine baisse de garde, on va dire, parce que finalement, les choses qui étaient mises en place se sont bien installées et on a commencé à voir un peu les limites de ce qui était possible. Et pendant un certain temps, il y a eu donc une note stratégique qui a été rédigée 2014-2019 qui finalement n'a pas donné quelque chose de très concluant dû à différentes problématiques. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas là, donc je peux pas donner tous les détails, mais disons qu'on a quand même mis en place cette note. Et entre-temps, au niveau international, il y avait quand même des choses qui étaient en cours, notamment au niveau de l'OMS avec un plan d'action global contre l'AMR, au niveau de la Commission européenne aussi. Et disons qu'on a en 2018 eu un premier signal avec la visite de l'ECDC qui a quand même remis en question notre stratégie nationale et qui a quand même qui a relevé, disons, des choses qui étaient très intéressantes, qui étaient très bien en Belgique, mais qui, par ailleurs, il y avait des choses qui pouvaient être largement améliorées, notamment la stratégie concertée au niveau national.
Et suite à cela, il y a eu pas mal de discussions, de réunions, etc., qui finalement ont abouti à un beau plan national. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit « If you fail to plan, then you plan to fail ». Et c'est un peu ça l'idée. Donc on a ce plan qui est vraiment issu de beaucoup de discussions, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions. Et malheureusement, comme le disait aussi Mike Tyson, tout le monde a un plan juste avant de rentrer sur le ring, mais une fois que vous avez reçu la première droite en pleine figure, le plan tombe un peu à l'eau. Donc nous, on a, disons que une des choses qui était intéressante, disons, au niveau de ce plan, c'est que le plan était assez prêt, on va dire, avant la crise Covid. Et donc là, on a reçu un bel uppercut via la crise. Et le monde, enfin, disons, le secteur humain a quand même été un petit peu sonné, on va dire, mais pas encore KO. Mais disons que tout ça, en plus, avec un gouvernement en affaires fédéral, en affaires courantes, vu de crise, etc. Donc, mais bon, finalement, on a quand même abouti en novembre dernier à un plan AMR au niveau national. Et voilà, on a quand même pu avancer. Et dans ce plan national, la Babcock, telle qu'elle a été connue, disons, en 99, on peut dire que c'était un plan, enfin, disons, une commission qui regroupait tant le secteur humain que le secteur animal. Depuis ce plan, finalement, la Babcock, elle se limite à la coordination du pilier humain, qui est déjà pas une mince affaire, mais disons que pour l'instant, si on devait redéfinir la Babcock, elle serait plutôt au niveau du secteur humain. Et on travaille avec toutes les institutions fédérales et les institutions régionales et communautaires. Je vais donc décrire un petit peu ce qu'il y a dans ce plan par rapport au secteur humain et essayer de vous donner quelques éléments qui pourraient être intéressants, peut-être aussi dans le cadre du secteur vétérinaire. Il y a deux axes principaux. D'une part, il y a la prévention et le contrôle des infections. Donc, c'est quand même la première chose au niveau de l'utilisation des antimicrobiens. C'est que si on n'a pas d'infection, on n'a pas besoin de les traiter. Et donc, de ce point de vue-là, on continue avec des ajustements la stratégie nationale au niveau du contrôle des MDRO. Et par ailleurs, il est prévu dans le plan qu'on optimise le fonctionnement des équipes d'hygiène. Et là-dessus, on doit faire une évaluation. Vous allez voir que dans le plan, au niveau du secteur humain, il y a pas mal, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu une période de flottement et aujourd'hui, c'est aussi tirer le bilan de ce qui a été bien fait, pas bien fait, ce qui peut être amélioré, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on regarde un peu comment fonctionnent ces équipes et, si nécessaire, adapter les normes légales et autres. Et par ailleurs, l'idée qu'on a aussi, c'est de amener l'expertise qu'il y a dans les hôpitaux, parce qu'il y a une expertise qui est quand même très pointue au niveau du secteur extra-hospitalier. C'est notamment quelque chose qu'on a vu lors de la première vague au minimum, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même important à mettre en place. Alors, il y a quelques initiatives au niveau fédéral qui sont soutenues par le SPF Santé publique, qui sont comme les campagnes d'hygiène de main, par exemple, mais aussi des magazines qui rassemblent toute une série d'informations pertinentes pour les personnes qui travaillent sur le terrain. J'en ai repris quelques-uns, donc ce n'est pas exhaustif, mais sinon ça aurait été un peu long. L'autre axe important, c'est l'utilisation prudente des antimicrobiens. Et là, peut-être par rapport à la Babcock de 1999, il y a le terme antimicrobien plutôt qu'antibiotique, ce qui n'est pas complètement innocent et qui est très pertinent, je pense, parce qu'on voit bien que tout est un peu interconnecté. Donc peut-être que c'est aussi une évolution qui n'est pas encore actée, mais qui pourrait venir dans le futur. L'idée, là, c'est de renforcer les pratiques qui sont fondées sur les preuves. Donc c'est, par exemple, de mettre à disposition des guidelines. D'un autre côté, c'est aussi de nous donner des feedbacks par rapport aux personnes qui prescrivent, de voir s'ils suivent ou pas les guidelines. D'un autre côté, on a des guidelines, mais parfois, il y a des indisponibilités. Et du coup, il faut revoir un peu les guidelines. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler avec l'industrie. C'est comment
faire en sorte que les antibiotiques, au moins, enfin, en tout cas celles qui sont indispensables, soient disponibles à tout moment et voir aussi dans quelle mesure on peut déconditionner certains packages. Et bon, là-dessus, il y a plusieurs pistes. C'est pas évident parce que les antibiotiques sont de vieux médicaments la plupart du temps, qui coûtent pas très cher, qui sont pas très rentables. Et la politique de prix qu'on applique, quelque part, réduit les marges et ça n'intéresse plus tellement les industries. Donc, il faudra trouver une solution qui n'est pas la solution proposée pour toutes les autres catégories. Mais il y a des pistes de réflexion et peut-être on pourrait imaginer prendre l'exemple de tout ce qui est traitement de la tuberculose, avec des centres qui pourraient centraliser toute une série de données, de distribution, etc. Mais voilà, c'est quelque chose c'est une piste de réflexion. Il y a tous les outils de diagnostic en point of care, donc un peu comme on a eu les tests antigéniques Covid. L'idée, c'est d'élargir ça pour tout ce qui est AMR. Cela aussi, ça nécessite d'avoir des études qui prouvent le coefficacité, ça nécessite de mettre en place toute une infrastructure technique et aussi un budget pour pouvoir rembourser ce type d'outils, mais qui ne seraient pas utilisables n'importe comment, mais selon des guidelines également. Mais bon, il faut pouvoir suivre tout ça pour ne pas déborder au niveau du budget. Il y a aussi tout ce qui est organisation de certaines professions comme les infectiologues et les microbiologistes médicaux. Là, il y a eu un arrêté royal qui est sorti en mai 2020 qui qui donne des normes pour la reconnaissance de ces deux métiers. Donc c'est un premier pas qui est important par rapport à ces métiers qui, dans les hôpitaux, doivent parfois, disons, qui ne sont pas toujours bien armés pour pouvoir exercer. Et donc là, on espère que ça va être un premier pas et ensuite, il y aura toute une série de concertation par rapport à des honoraires éventuels sur leurs pratiques. Il y a, à l'instar de ce qui va se passer au niveau des équipes d'hygiène, une évaluation des groupes de gestion de l'antibiothérapie. Là aussi, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et à la fin de revoir les normes qui existent. Et un peu comme aussi avec l'hygiène, la prévention et le contrôle des infections, c'est tout ce qui est expertise qui serait rendu disponible, en tout cas plus facilement au secteur ambulatoire. Quand même si on peut dire qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, on a quand même vu une diminution régulière de la consommation d'antibiotiques en Belgique. Même si on a un peu été aidé avec la crise Covid en 2020, il y a eu une forte chute, mais ce n'est pas qu'en Belgique, il y a quand même de nombreux pays, c'est probablement lié plus à des questions de transmission. Mais bon, on part de loin aussi, hein. On n'était pas forcément les meilleurs de la classe en Belgique, donc c'est normal qu'on ait une diminution qui soit plus importante. Et si on regarde les chiffres au niveau européen, bon, dans les hôpitaux, on n'est pas trop mal, mais en ambulatoire, il n'y a pas de quoi être fier. On peut vraiment s'améliorer, on est en dessous de la moyenne européenne. Et donc, quand on regarde avec nos voisins néerlandais, on a encore beaucoup de travail au niveau du secteur humain. Pourtant, on n'est pas très loin, mais disons. Mais bon. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée de la cible qu'on veut atteindre, c'est une diminution de 40% de la consommation d'antibiotiques dans le secteur ambulatoire et continuer à réduire la consommation au niveau des hôpitaux. Et d'ailleurs, peut-être pour revenir un peu à une différence qu'il y a avec le secteur vétérinaire, c'est qu'au niveau du secteur humain, dès que vous mettez un peu de régulation, vous vous retrouvez avec des choses imprévues. Et si on regarde en Belgique, la consommation de fluoroquinolone a été réduite ces dernières années, mais c'est simplement un artefact parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, le gouvernement avait décidé de ne plus rembourser les quinolones automatiquement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus les chiffres des patients qui prennent des fluoroquinolones, mais qui ne sont pas remboursés, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire dans notre système. Donc, on n'a que ceux qui sont remboursés, alors que quand on regarde les données de vente, on voit que la consommation de fluoroquinolone a quand même continué, même si elle a légèrement baissé, elle n'est quand même pas... Donc, c'est toujours un peu difficile de régulariser à ce niveau-là.
Et pour revenir un peu à la question qui a été posée sur tout ce qui se passe au niveau des importations, là aussi, on a le même problème. On sait que dans les hôpitaux, on importe de plus en plus de médicaments de l'étranger, mais on n'a aucune manière de les suivre, ce qui est un vrai problème pour le futur. Donc, je parlais des guidelines au niveau, un peu comme votre vademecum, le guide Babcock a quand même son succès au niveau ambulatoire. En tout cas, on a ces guidelines qui sont mises à jour et on a prévu dans le plan de structuraliser cette mise à jour, cette disponibilité des guidelines, qui d'ailleurs maintenant est intégré dans le répertoire commenté des médicaments, qui est un répertoire qui est très consulté par les médecins généralistes. Et au niveau des hôpitaux, on aimerait bien également qu'il y ait ce type de guidelines qui soit disponible gratuitement, parce que pour l'instant, on demande à tous les hôpitaux de le faire, ce qui est parfois qui demande beaucoup de temps et d'énergie et qui n'est pas toujours évident à trouver, même s'il y a des solutions commerciales qui existent. Mais bon. Et en termes de thématiques, récemment, le KCE a publié des guidelines pour la pratique dentaire, et je prends d'ailleurs ces guidelines qui finalement sont de l'evidence-based medicine, donc c'est purement rationnel quelque part. Hein. Et on a ces guidelines qui existent, on a fait des fiches pratiques pour faciliter un peu la lecture, mais à côté de ça, l'INAMI a récemment fait des feedbacks à tous les dentistes qui ont eu un minimum de pratique. Et là, on voyait sur une échelle, on voyait une gradation de couleurs où le dentiste peut voir comment il se situe par rapport à la prescription de tel ou tel antibiotique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être régulièrement répété. Et à côté de ça, il y a des études d'implémentation qui sont prévues. Et là, on s'adresse plutôt aux aspects émotionnels, psychologiques des gens, parce que ça ne suffit pas de dire il faut faire ça pour bien faire. Il faut aussi voir quelles sont les motivations, quels sont les ressorts psychologiques des gens qui doivent changer leur comportement de prescription. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors, un projet dont on est assez fier, même s'il nous prend énormément de temps, c'est le Hospital Outbreak Support Team. En fait, l'idée, c'est qu'au niveau des réseaux hospitaliers, comme vous le savez peut-être, dans le secteur hospitalier, le ministre, déjà depuis un moment, veulent que les hôpitaux coopèrent davantage au niveau loco-régional. Et les hôpitaux se sont constitués en 25 réseaux hospitaliers. Et ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une équipe qui soit mise en place et l'idée, c'est d'augmenter la capacité hospitalière, donc qu'il y ait plus de moyens pour l'hôpital pour faire de l'IPC et de l'AMS, donc Infection Prevention Control et Antimicrobial Stewardship. Et de deux manières différentes. D'une part, il y a moyen de mutualiser toute une série d'activités au niveau d'un réseau. Et d'un autre côté, on a vu que l'équipe, ce sont en principe des ETP supplémentaires, elles viendront aussi renforcer les équipes en place. Et d'un autre côté, on a une approche transmurale. Et là, c'est purement mettre à disposition l'expertise hospitalière qui est assez rare et qui n'est pas facilement accessible pour tout le monde. Et donc, le projet dure 4 ans et c'est une couverture nationale. Alors, au niveau de système de surveillance et d'information, en Belgique, on n'est pas si mal que ça en théorie, mais en pratique, on est quand même encore un peu, je ne veux pas dire archaïque, mais on n'est pas, disons, très moderne, parce qu'on fait encore beaucoup de choses sur papier, etc. Donc, idéalement, il faudrait des systèmes plus intégrés avec des extractions de données, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourra travailler. Et puis, il y a toute une série de mesures par rapport au séquençage génomique, etc., qui sont prévues. En termes d'audit et de contrôle, là aussi, on a mis en place quelques actions qui pourraient renforcer le bon usage des antibiotiques. C'est lorsque, par exemple, il y a une passerelle entre SPF, INAMI et AFMPS qui fait des audits dans les hôpitaux. Il y a différentes thématiques qui sont choisies et à chaque fois, on intègre la prescription d'antibiotiques dans ces différents audits qui sont programmés. Alors, un élément qui manque beaucoup, c'est la validation de données externe, une validation externe, parce que souvent, c'est du rapportage de l'hôpital, mais qui n'est pas validé par quelqu'un d'extérieur. Et alors, en termes de sensibilisation et de formation, l'idée, c'est de renforcer la formation à la base des différents prestataires de soins, mais aussi de travailler avec les autres piliers sur des campagnes de sensibilisation avec différentes thématiques
ça a déjà été fait l'année passée en mode un peu One Health, mais c'était uniquement sur les réseaux sociaux. Et dorénavant, on a vraiment un plan, enfin, en tout cas l'ambition d'améliorer cette sensibilisation. C'est quelque chose qui était déjà fait depuis longtemps par la Babcock. À chaque fois qu'il y avait la saison hivernale qui commençait, etc. Mais on a un petit peu baissé la garde là aussi. Et alors, j'ai un petit peu parlé du contexte économique et institutionnel. Donc là, il y a un travail à faire, mais c'est souvent au niveau européen que ça se passe, afin de développer des nouveaux produits, mais aussi des alternatives. Ce n'est pas exactement cet objectif-là, mais par exemple, tous les virus bactériophages, etc., qui sont en cours d'analyse. Pour conclure en 2 minutes, donc je dirais que Babcock, c'est un peu devenu un Babcock 2.0. Donc on n'est plus, même si à la base la Babcock représentait les 2 secteurs, maintenant on pourrait dire que la Babcock est plutôt, plutôt au niveau de la coordination du pilier humain. Dans les différentes mesures qui existent, il y a beaucoup d'évaluations de ce qui est mis en place et la volonté de poursuivre ce qui fonctionne en améliorant les choses. Il y a une série d'actualisations et alors il y a quelques nouvelles mesures qui sont lancées. Mais l'avantage de ce plan, en fait, c'est surtout que, comme le disait un peu tout à l'heure Peter Yan, c'est qu'on a pas mal d'initiatives un peu partout qui ne sont pas toujours concertées, coordonnées, etc. Donc ici, on a vraiment l'opportunité de mieux se coordonner, de rendre les choses beaucoup plus cohérentes et de coopérer entre les différents acteurs. Voilà, merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Zijn er vragen voor Harun? Ja, er is een vraag daar. Un petit peu, sinon. Merci. Pierre Nassens. J'ai beaucoup d'expérience au sujet de l'hygiène dans les entreprises du secteur alimentaire. J'ai pas mal d'expérience aussi dans les salles d'opération d'hôpitaux suite à plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie régionale où on peut tout voir. Et j'ai souvent mes doutes sur l'hygiène dans les salles d'opération. Par exemple, les infirmières qui portent des coiffes qui nous couvrent par leurs cheveux, qui portent des bijoux dans leurs oreilles, qui portent des bagues. Alors, j'ai vraiment mes doutes là-dessus. Alors, ma question, c'est, vos équipes d'hygiène, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font des audits pendant les opérations? Disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, elles sont peu nombreuses dans les hôpitaux. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas être partout, mais il y a des recommandations qui existent. Il y a des audits, effectivement, notamment sur l'hygiène des mains. Avec tous les 2 ans, on renouvelle la campagne d'hygiène des mains en insistant parfois sur le port des gants, le port d'autres choses. Mais je suis d'accord que ce n'est pas encore... Est-ce que vous faites des audits pendant les opérations? Non, en fait, je ne parle pas spécifiquement des salles d'opération. Là, j'avoue que je ne sais pas exactement si les audits se font à ce niveau-là. Oui, aussi, apparemment, parce que j'ai quand même notre... Il y a Anne Simon qui est là, qui est à l'initiative, en tout cas qui coordonne ces campagnes d'hygiène depuis de très longues années. Donc cette année, il y aura la 10e campagne. Donc à chaque année, chaque fois qu'il y a une campagne depuis 20 ans, donc, on voit vraiment une évolution. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit répéter régulièrement, même si on voit qu'il y a des choses qui se consolident, mais il y a encore un peu de marge. Donc pendant ces audits, il y a des observateurs qui regardent si tout est fait dans les règles de l'art et tout est rapporté au niveau Scienzano et il y a des rapports tous les 2 ans qui sont publiés. Mais voilà, après, prendre un cas comme ça spécifique et le généraliser, je ne sais pas, mais c'est clair qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais voilà, je sais pas en dire beaucoup plus. Il y a des règles, des recommandations, etc. Mais c'est comme toujours avec les recommandations, il faut que les gens les assimilent et qu'après, ça devienne presque une identité pour les gens qui le font. Ce n'est pas toujours évident. Il y a une question. Ja.
Nancy de Brienne, Federatie van Dierenartsen van Europa. Ik vroeg me af, eerst en vooral dank u wel voor de presentatie. Ik vroeg me af waarom er zo'n verschillende doelstellingen gekozen zijn langs de diergeneeskundekant en de humane kant. Terwijl men voor diergeneeskunde echt voor reductietargets gegaan is, voor algemeen antibiotica gebruik, kritische antibiotica, wat ook heel gemakkelijk te meten is. Daarna hebben we het gehaald of niet. Wat ik zie van de strategische doelstellingen op humane zijde zijn veel meer algemeen preventiecontrole, het versterken van het voorschriftgedrag, juist economisch kader stellen. Wat veel moeilijker, denk ik, op het einde te meten is, hebben we die doelstellingen gehaald of niet. Maar gewoon, wat is eigenlijk de achtergrond om zo'n verschillende doelstellingen te kiezen? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures et c'est pas évident de s'attaquer à tous les niveaux. Après, on n'est pas tout seul, disons, il y a plusieurs administrations, il y a plusieurs... la répartition des tâches est quand même assez bien présente, mais je suis d'accord, on pourrait peut-être cibler davantage. Je pense que le plan a été fait avec les moyens du bord, même s'il y avait beaucoup de choses très intéressantes dedans. Il y a probablement des choses, des leçons à tirer du plan actuel pour la prochaine fois adapter, en fait, prioriser davantage ce qui se passe. Mais bon, il faut dire aussi qu'il y a eu le Covid qui est quand même venu un petit peu jouer les troubles faits. Et on était déjà bien content d'avoir ce plan. J'avoue que ce n'était pas évident, mais on fera mieux la prochaine fois, sûrement. Oui, peut-être, si je peux ajouter, peut-être, je pense que ça a été le premier plan. Et donc, la volonté était d'avoir tout le monde dans un plan, mais on a laissé les piliers, si on peut dire comme ça, décider comment gérer leur propre stratégie. Et donc, qu'est-ce qu'on allait mettre finalement en termes d'objectifs dans le plan. La partie animale, le pilier animal avait peut-être plus facile parce qu'on avait déjà un précédent, on avait déjà le plan précédent avec des objectifs chiffrés, donc c'était aussi peut-être logique de continuer dans cette stratégie, dans cette direction-là. La partie humaine, je pense que, comme tu as dit, va tirer des conclusions, va faire une auto-évaluation et puis peut-être, voilà, peut-être que c'est pas trop tard. Et comment tu as parlé, je voulais te poser la question par rapport aux 40% de réduction. Tu en as cité un, j'ai pas compris si c'était 40% dans quel secteur? Ambulatoire. Ambulatoire. C'est là où on utilise le plus d'antibiotiques. Et c'était par rapport à quelle année? En 2017. Donc c'est 2017, 2024, donc. Oui. Ok, ça va, 40%. Ben, c'est déjà, voilà, je pense que, voilà, on démarre par là oui, et puis. Oui, au niveau du secteur humain, c'est pas toujours évident parce que on manque d'informations supplémentaires. Après, je vais pas parler de tout, mais il y a là, par exemple, là récemment, il y a la loi qualité qui va entrer en vigueur. Ça pourrait nous donner quelques leviers supplémentaires parce que pour l'instant, on ne connaît pas toujours l'indication, par exemple, d'un antibiotique. Il faut vraiment des gens qui soient derrière, qui soient, par exemple, les équipes de gestion antibiothérapie dans les hôpitaux, pour mettre en place des choses qui parfois sont systématiques, donc de dire, voilà, on ne donne pas plus que X antibiotiques par patient pendant X jours, etc. etc. Mais pour l'instant, tous les systèmes qu'on a, que ce soit informatique, etc., ça ne nous permet pas d'être très coercitifs, quoi. Quelque part, on est dans le coaching régulier, mais il n'y a pas suffisamment de gens qui font ce travail-là. Même s'il y a des outils qui sont en cours de construction, par exemple, pour tout ce qui est ambulatoire, pour les infections des voies respiratoires et des infections urinaires, on prévoit de mettre en place un Prescription Search Support. L'idée, c'est quoi? C'est que, d'après les guidelines de la Babcock, le médecin qui prescrit via la prescription électronique va pouvoir voir si ce qu'il prescrit est dans les recommandations ou pas, tu vois. Voilà, pour l'instant, on est plutôt sur des systèmes d'accompagnement, on va dire. Mais je suis d'accord qu'une prochaine fois, je pense qu'on va
cibler davantage les actions. Parce que ce n'est pas évident, parce qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour faire tout ça, il faut des gens sur le terrain et dans les administrations, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc voilà, d'ailleurs, je remercie tout le monde, que ce soit les acteurs de terrain que dans les administrations, pour tout ce qu'ils font, parce que c'est quand même pas évident. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ben, je propose alors de passer à la prochaine présentation. Donc voilà, on a une présentation de Jeroen de Wolf et Damien Thierry. Ben voilà, Jeroen, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, is hoogleraar veterinaire epidemiologie aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent. En hij is een van de oprichters van AMCRA en nog voorzitter van de raad van bestuur van AMCRA. Damien Thierry est professeur en bactériologie vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire de Liège, représentant de l'Université de Liège au conseil de l'administration de l'AMCRA. Son domaine principal de recherche est l'étude de la résistance aux antibiotiques, en particulier chez les Staphylococcus aureus et les Enterobacteriaceae, et l'étude des bactériophages qui pourraient apporter une alternative dans le traitement des infections bactériennes. Voilà, Jeroen. Dank u wel. En het is ons beider voorrecht om in deze presentatie iets te brengen over de toekomst. We hebben het al gehad over de afgelopen 10 jaar. We hebben het gehad over de resultaten die geboekt zijn. We willen ook even naar voren kijken en kijken over wat er ons nog te doen staat. Waar we willen naartoe gaan met AMCRA, wat we nog willen doen. En ja, wat brengt de toekomst? In eerste instantie meer van hetzelfde, zou ik zeggen. Never change a winning team. We zijn relatief goed bezig in de zin dat we al heel veel resultaten geboekt hebben, al heel veel acties op poten gezet hebben. En daar is absoluut het doel om daarmee verder te gaan. Dus we blijven even enthousiast om die centrale rol op te nemen met AMCRA in die strijd tegen antibioticumresistentie. We willen ook die vinger aan de pols houden bij alle sectoren. AMCRA is een behoorlijke centrale organisatie. Het is een kleine organisatie. En om te vermijden dat mensen zouden denken uit de humane sector dat het in de diergeneeskundige sector makkelijk is. Het is bij ons helemaal ook niet zo makkelijk. Dus het vergt ook heel veel partijen en heel veel mensen op het terrein, overal, al die dierenartsen, al die veehouders, alle betrokkenen, om ze in gang te krijgen en in gang te houden. En vandaar die rol van vinger aan de pols bij de sectoren. U heeft in de presentatie van AMCRA, van Fabiana kunnen zien aan hoeveel vergaderingen wij met z'n allen deelnemen om overal bij te zijn en te kunnen voelen wat er leeft en daarop ook te kunnen inspelen. Dus dat is zeker en vast het doel om te blijven doen, blijven actief te zijn en ook als katalysator te dienen voor al die initiatieven. AMCRA is natuurlijk veel te klein om zelf alles te doen. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen, maar onze rol is niet zozeer om alles zelf te proberen doen, maar onze rol is wel vooral om iedereen te ondersteunen en te motiveren om vanuit hun eigen achterban, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, vanuit hun eigen kennis ook, de handdoek op te nemen en de handschoen op te nemen liever en de initiatieven te realiseren. Dus dat is iets wat we zeker en vast in de toekomst gaan blijven doen met AMCRA. We gaan het doen in een context van een duurzame dierhouderij. Er staat geen veehouderij, maar dierhouderij. Dus we hebben het al eerder gezegd, maar AMCRA is breder dan alleen de landbouwhuisdieren. Het gaat over alle dieren. En die dierhouderij die moet meer duurzaam worden in de toekomst. En we weten allemaal de grote problematieken van vandaag, de klimaatproblematiek, de milieuproblematiek, het stikstofverhaal is een belangrijk verhaal en wij spelen daar ook misschien maar zijdelings een rol in, maar het is ook onze taak om ervoor te zorgen dat de veehouderij, de dierhouderij op een duurzame leest geschoeid wordt. Dus wij moeten een oog hebben voor die maatschappelijke doelstellingen en we moeten daarmee AMCRA mee aan de kar trekken, mee op inspelen. Dat is belangrijk dat we die context waarin dat wij werken, waarin dat wij opereren, dat we die context altijd goed blijven zien en daar ook de juiste dingen mee doen. We moeten naar een divers publiek
blijven ons oriënteren. Het veehouderijpubliek, een publiek dat we denk ik al goed kennen, dat omgekeerd het publiek kent Amcra redelijk goed. Desalniettemin had ik vorige week nog het genoegen om in een vergadering te zijn op Inagro met een aantal varkensdierenartsen. En het eerste wat de varkensdierenartsen mij voor de voeten gooiden, is dat Amcra niet voldoende communiceert. Dan zie ik Fabiana heel verontwaardigd kijken en terecht, want zij steekt daar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat haar tijd in. En desalniettemin zijn er nog altijd mensen op het terrein, zelf in die sectoren waar we al 10 jaar naartoe communiceren, die de boodschap niet krijgen of niet gezien hebben of misschien genegeerd hebben. Maar in ieder geval, we moeten blijven communiceren en we moeten dat blijven met alle kracht doen. En als je dat hoort van dierenartsen die we al 10 jaar aan het benaderen zijn, dan weet je op voorhand wat er zal gebeuren op het moment dat de kleine huisdierensector echt zal geïmpliceerd worden, of op het moment dat de paardendierenartsen plots datacollectiesystemen zullen op zich opgelegd krijgen. Dus ik kan u voorspellen dat dat met veel rumoer zal teweeggaan, dat daar veel discussies zullen over staan. En ik weet nu al dat er dan mensen zullen zijn die zeggen, je hebt ons nooit verwittigd. Dus bij deze, een verwittigde man en vrouw is er 2 waard, maar we zullen dat moeten blijven doen en we zullen dat moeten blijven herhalen naar iedereen, die communicatie. En belangrijk en vaak, denk ik, onderschat nog altijd, in een zeer duidelijk en een zeer ambitieus Europees kader. Die nieuwe Europese wetgeving, daarvan hebben wij de impact nog maar half gezien. En daarvan heeft de sector de impact nog maar half gezien als we die wet toepassen zoals ze geschreven is. En het is een Europese verordening, dus het is wet. We kunnen niet anders. Dan moet er nog heel veel veranderen. Het preventief antibioticumgebruik is carrément verboden. Wel, ik kan u zeggen, er is in België nog altijd heel veel preventief antibioticumgebruik. Dat is gewoon zo en dat moet er van tussen. Dus, en we moeten dat gewoon durven, duidelijk en klaar zeggen. Er moet nog heel veel veranderen. Die Europese wetgeving is duidelijk, die Europese wetgeving is behoorlijk ambitieus en we gaan ze moeten implementeren zolang we lid blijven van Europa. En ik hoop dat dat nog heel lang is. En het zal in ieder geval niet op dat dossier zijn dat het gaat vallen. Dus er moet nog veel veranderen. En het is ook een soort oproep en een soort waarschuwing voor alle dierenartsen en alle mensen die betrokken zijn. Lees die wetgeving misschien eens, maar vooral informeer u over wat de implicaties ervan zijn, want die zijn redelijk stevig. Dus ja, dat is gewoon zo en dat is goed om daarbij stil te staan. Wat brengt de toekomst? Wel, meer van hetzelfde in de zin dat we natuurlijk blijvend samen willen werken met alle sectoren, met de landbouworganisaties die er van in het begin bij zijn, die altijd een zeer actieve en een zeer positieve rol gespeeld hebben in onze werking en dat ongetwijfeld ook in de toekomst zullen blijven doen. En ik kijk naar de vertegenwoordigers en ik zie ze allemaal knikken. Met de dierenartsenverenigingen uiteraard ook. En ik ben blij dat we tegenwoordig alle dierenartsenverenigingen aan boord hebben. Dat we ook Noord en Zuid in de Raad van Bestuur, dat is niet gemakkelijk geweest. En soms zou je misschien denken dat 10 jaar Amcra dat een walk in the park was, maar het was geen walk in the park. Er waren heel veel discussies en er waren heel veel momenten dat het spande. Maar ik denk dat we in een hele positieve flow zitten. En bijvoorbeeld het engagement van de dierenartsenverenigingen in onze Raad van Bestuur en die constructieve werking en nu ook denk ik established, dat ook de UPV altijd aanwezig is op onze Raad van Bestuur en daar constructief aan meewerkt, dat is een hele positieve evolutie. Dus daar gaan we zeker mee door. Farmaceutische industrie, daar wil ik toch ook iets over zeggen, want toen wij 10 jaar geleden, 11 jaar geleden Amcra oprichten en ervoor pleiten om de farmaceutische industrie mee in de Raad van Bestuur te stoppen, kan ik u verzekeren, dat hebben we op heel veel kritiek gekregen. Onder meer van onze collega's uit de humane geneeskunde, die dat totaal not done vonden, dat je met de vijand mee aan tafel ging zitten. Zo werd het min of meer geframed. Wel, ik kan u zeggen, ik ben super blij dat we dat toch gedaan hebben. De farmaceutische industrie heeft mee aan de basis van Amcra gestaan en heeft in die laatste 10 jaar ook een zeer
constructieve rol gespeeld binnen AMCRA. Een rol die ervoor zorgt dat er altijd een evenwichtige discussie was met hun inbreng in het verhaal, maar ook een stuk wetenschappelijke kennis, een stuk informatie die wij niet altijd hebben en die de farmaceutische industrie wel heeft. Dus ook daar is dat een samenwerking waarvan dat ik hoop dat die nog lang kan blijven doorgaan, maar waarvan dat ik vind dat het belangrijk is dat het eens duidelijk wordt gezegd dat dat een zeer constructieve samenwerking is geweest. De mengvoederindustrie, die was er ook van in het begin bij. Daar hebben we ook altijd zeer goed mee samengewerkt en dat zullen we in de toekomst ongetwijfeld ook blijven doen. We hebben ook stevig mee gediscussieerd, maar het is een industrie die zeer goed vertakt is in de veehouderij en zeer performant is als ze wil vooruitgaan. En dat hebben we gezien in de cijfers, dat ze met veel kracht kan vooruitgaan. Dus daar hebben we ook, denk ik, heel veel aan te danken. De academische wereld, ja, ik zal mezelf daar niet in bestoeven, maar ik denk dat we ons bijdrage geleverd hebben. Maar ik wil daar ook over zeggen dat ik ook super blij ben dat we deze presentatie samen doen, samen met de Universiteit van Luik. Ook dat is niet vanzelfsprekend geweest in het begin, maar is nu ook een established feit dat we samen in de Raad van Bestuur zitten, dat de faculteit Diergeneeskunde in Luik ook helemaal mee in het verhaal zit. En ook dat is denk ik een zeer positieve evolutie. Dus met al die actoren en uiteraard ook met de overheid, en je suis énormément content que monsieur le ministre est parmi nous, ça démontre l'intérêt du gouvernement pour notre travail, ça démontre aussi que ce qu'on fait c'est assez important, c'est suffisamment important pour prenez quelques heures de votre temps. En ik ben daar wel dankbaar voor en trots op. En ik denk ook dat die samenwerking met de overheid blijvend is. Die is zeer sterk uitgewerkt. Die is ook duidelijk. Die werkt ook zeer soepel, zeer vlot. Dus dat zal ook in de toekomst blijven verder gaan. Ik geef nu graag het woord aan Damien. Bonjour, voilà, donc tout d'abord je voudrais commencer par dire que je suis particulièrement heureux de prendre quelques minutes de parole ici à l'occasion des 10 ans de l'AMCRA, parce que je considère l'AMCRA comme une organisation qui est fondamentale dans notre domaine, et, tant en santé publique vétérinaire qu'en santé publique au sens large. Et donc je trouve que c'est un événement, ces 10 ans, et vous avez bien fait de marquer ça, donc c'est très bien. Voilà, donc en fait, l'AMCRA, on le sait tous ici, hein, donc, a eu comme un de ses principaux rôles était de sensibiliser la profession et les personnes qui avaient des professions en contact avec les animaux à la problématique des résistances aux antibiotiques. Et l'AMCRA l'a très bien fait durant ces 10 dernières années. Elle l'a fait via différents outils de communication qui étaient soit des flyers, comme vous voyez ici, le site web hein, qui permet de présenter différentes vidéos, différents articles, différents podcasts qui ont été créés, également différents posters, différents flyers qui sont également créés, qui sont disponibles sur ce site web. Vous avez également une chaîne YouTube qui a été créée avec différents podcasts également et de différentes conférences qui sont données tout au long de l'année. Et ensuite, la présence de l'AMCRA et des représentants de l'AMCRA sur différents salons professionnels tout au long de l'année. Alors, la sensibilisation, elle était cruciale et elle va rester cruciale évidemment pour ces prochaines années, hein, si on se projette à 10 ans. Et on l'a bien entendu tout au long de cet après-midi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et même si ça fait 10 ans que l'AMCRA travaille à cela, eh bien, le travail n'est pas terminé, loin de là. Et on sait que certains secteurs sont à cibler plus particulièrement peut-être pour ces prochaines années. Continuer la sensibilisation auprès de certains secteurs qui sont déjà bien sensibilisés, mais l'étendre encore plus vers d'autres secteurs, et je pense ici particulièrement, et là, ça a déjà été cité dans des présentations précédentes, aux vétérinaires des animaux de compagnie, par exemple, et également, même si des choses ont déjà été réalisées, également aux propriétaires de ces animaux de compagnie, car on le sait, pour que le vétérinaire puisse bien faire son travail, il va falloir que le propriétaire accepte ce que le vétérinaire lui dit. Ce n'est pas toujours chose aisée, et donc quand on parle à des éleveurs, c'est parfois plus facile parce qu'on a en face de nous des gens qui sont au courant de la problématique ou qui en tout cas sont sensibilisés. Quand c'est des propriétaires d'animaux de compagnie, c'est parfois plus compliqué, et donc la communication vis-à-vis de ces populations sera beaucoup plus ciblée et doit être bien construite.
Et donc tout ça rentre évidemment totalement en relation avec le plan d'action national One Health pour l'antibiorésistance. Alors, l'AMCRA a été très active également en termes de formation, formation des vétérinaires et des éleveurs. Elle va le rester et rester active également, comme Fabiana l'a énoncé tout à l'heure. Il faut qu'elle reste très active vis-à-vis des étudiants, parce qu'il faut que les étudiants qui sortent et qui seront les futurs acteurs de terrain puissent directement mettre en place des pratiques convenables en termes d'antibiothérapie et également vers d'autres utilisateurs, d'autres opérateurs. Et on met ici l'exemple de l'e-learning. Il y a des capsules vidéo qui ont été créées par l'AMCRA à destination d'écoles agricoles, ici, d'agriculture, et qui permettent donc la formation d'autres acteurs de terrain. Alors, on le connaît tous, ou en tout cas la plupart d'entre nous, je pense, connaissent cet outil qui, pour moi, est un des outils les plus, on va dire peut-être l'outil le plus essentiel, mais en tout cas un des outils les plus essentiels pour le vétérinaire praticien. C'est un outil qui est extrêmement pratique, qui permet au vétérinaire de prendre une décision très rapide sur l'antibiothérapie à poser. Parce qu'on est bien conscient, et on l'a encore bien vu cet après-midi, qu'on ne peut pas demander à un praticien de connaître l'ensemble de la problématique et surtout l'évolution de cette problématique. Et on voit aussi que ça évolue très vite dans certains cas. Et donc, le vademecum est évidemment un outil qui est essentiel et qui doit perdurer. Ce vademecum, on l'a connu au tout début sous forme de papier. Vous avez peut-être connu ces vademecums sous forme papier. Il a évolué vers une forme numérique sur le site internet qui est beaucoup plus pratique. Et comme Fabiana l'a déjà annoncé, donc il y a une application qui est en cours de développement et qui va être disponible, qui sera gratuite et qui sera encore un outil encore plus pratique pour le vétérinaire de terrain parce qu'il aura accès directement, même sans connexion internet. C'est de plus en plus rare de ne pas avoir de connexion, mais enfin, l'application permettra d'avoir accès directement à l'ensemble des informations. Alors, pour être utile, ce vademecum doit évidemment évoluer. On l'a bien compris également et on en est tous conscients. Donc, pour évoluer, eh bien, il faut que l'AMCRA fasse ce travail. Il n'y a rien à faire, il faut que quelqu'un le fasse. Et ce travail d'évolution, on le voit très bien, il est nécessaire par rapport, par exemple, à la nouvelle réglementation du médicament européen que vous connaissez. Également, évoluer pour essayer d'étendre ce vademecum à d'autres espèces animales. Il a actuellement... Actuellement, il est destiné aux chevaux, bovins, volailles, chiens, chats et, j'en oublie un, je pense, porcs. Voilà. Non des moindres. Donc, on peut imaginer évidemment faire évoluer vers d'autres espèces animales. Et enfin, ce qui est clair, c'est qu'il doit évoluer en fonction de la prévalence des résistances acquises. On a vu tout à l'heure l'importance de la surveillance et du monitoring de certaines résistances. Et donc, ce travail est un travail sans fin qui doit être fait. À propos de ce monitoring, donc on a compris également aujourd'hui que c'était une problématique en médecine vétérinaire. En tout cas, on sait que certaines données sont disponibles pour certains secteurs. Je pense aux porcs, aux bovins, à la volaille, grâce au travail de l'ARCIA, de la DGZ ou d'autres peut-être laboratoires privés. Mais on sait également qu'il y a un manque de données au niveau des évolutions des résistances aux antibiotiques, aux antimicrobiens, pour ce qui est des secteurs plus d'animaux de compagnie ou des équidés. Et donc là, il y a un réel travail qui doit être réalisé et qui est en cours de réflexion. Donc la problématique est évidemment connue et en cours de réflexion. Et l'AMCRA devra évidemment se nourrir de tout ce travail qui sera réalisé dans le cadre de réseaux qui vont s'établir pour pouvoir faire évoluer justement les guidelines, le vademecum et la communication. Alors, l'AMCRA a également comme objectif et doit avoir comme objectif de formuler des recommandations pour des pistes de recherche. Effectivement, donc on a également pu voir aujourd'hui que des groupes de travail, des groupes de réflexion ont été régulièrement établis pour discuter de certains sujets d'actualité ou de certains sujets qui nécessitent une actualisation des guidelines, des recommandations. Et donc, l'AMCRA doit garder évidemment un œil attentif aux trous, aux gaps qui existent et qui en fait empêchent de formuler de bonnes recommandations parce que les données ne sont pas présentes et sans une bonne recherche plus
cognitive, si je puis dire, eh bien, ces données ne seront pas présentes. Et donc, c'est vrai que là, l'AMCRA travaille de rester attentif aux trous qui existent actuellement en termes de données disponibles pour pouvoir proposer des pistes de recherche à l'avenir. Et enfin, donc, je voulais toucher un mot sur les alternatives aux antibiotiques. Et ça aussi, je pense que ça va être un certain défi de l'AMCRA pour les années à venir, c'est-à-dire, comme on l'a entendu dans les présentations précédentes, donc on peut parler maintenant d'antimicrobiens plutôt que d'antibiotiques. C'est peut-être un terme qui est plus adapté. Et évidemment, il faut rester attentif à la prévention qui est, je pense, déjà bien défendue depuis de nombreuses années par l'AMCRA. Il est clair que la prévention aide à la diminution de l'utilisation d'antibiotiques, mais il y a également d'autres alternatives. La vaccination, on connaît tous les bactériophages dont on a cité, des probiotiques additifs, on pourra en citer certainement d'autres et d'autres qu'on n'a peut-être pas encore en tête actuellement. Et sur ces sujets, je pense que l'AMCRA doit également garder un œil très attentif pour pouvoir suivre ces développements d'alternatives et également pouvoir développer des guidelines, des recommandations spécifiques si nécessaire et si des résistances apparaissent contre certaines alternatives ou alors des résistances croisées, on en a parlé tout à l'heure avec les biocides, même si les avis peuvent diverger ou bien les résultats peuvent diverger, n'empêche que tout ça doit nous titiller l'esprit et bien nous montrer qu'on doit rester attentif à l'ensemble du développement et des choses qui vont arriver dans les années qui viennent. Voilà, je vais repasser la parole à Jeroen pour la suite. Merci. Wat gaan we verder doen in de toekomst? Wel, we gaan in ieder geval data-driven blijven. Dus het doel van AMCRA is we blijven ons vasthangen aan die specifieke, kwantitatieve, meetbare doelstellingen. En ieder jaar opnieuw gaan we onze resultaten komen tonen. Als ze goed zijn, met veel trots. Als ze minder goed zijn, met aandachtspunten en appels voor actie. Maar in ieder geval, die kwantitatieve doelstellingen, het is daarnet in de vragen er ook over gegaan, denk ik, zijn super nuttig, omdat ze ons een duidelijke richting geven waar we naartoe moeten en daar blijven aan werken. En ik heb het altijd belangrijker gevonden dat we in de goede richting gaan dan de snelheid waarmee dat we dat doen. Zolang dat we maar in de goede richting gaan, de mensen de tijd geven om zich daaraan aan te passen, is soms belangrijker dan proberen de boel te forceren, denk ik. Dus daar gaan we verder mee. Die kwantitatieve doelstellingen die blijven onze guidelines. We gaan uiteraard naar die andere diersoorten, het is al verschillende keren gezegd, nog meer kijken. Die kwantificatiesystemen die zullen in de toekomst worden uitgebreid. De runderen zijn vernoemd als de eerstvolgende, dat staat al min of meer in de steigers. Maar de gezelschapsdieren die volgen binnenkort, de paarden volgen, maar ook de kleine herkauwers bijvoorbeeld, de andere minder grote sectoren die volgen. Dus dat is nog een heel groot werk voor de boeg. Dat is ook een heel technisch werk, want er zijn niet zo heel veel varkensdierenartsen, niet zo heel veel pluimveedierenartsen. Er zijn heel veel kleine huisdierenartsen, dus het is vanuit die optiek alleen al wordt het een beetje moeilijker. Maar we hebben daar al veel ervaring in opgedaan en al zeker de wetenschappelijke eenheid heeft daar veel ervaring in opgedaan, dus dat zal ongetwijfeld lukken, maar dat is een van de grote werven voor de toekomst. Eens we die data hebben, gaan we ook die diersoortspecifieke reductiepaden, die we nu al voor een aantal diergroepen hebben, gaan we die uiteraard uitbreiden, ook voor de andere, zodanig dat we die ook meer kwantitatief kunnen maken. En we gaan ook die richtlijnen nog verder uitwerken. En om u maar één voorbeeld te geven, ook de link naar onderzoek en ideeën rond onderzoek. We zijn bijna klaar, zo goed als klaar met onze richtlijn over het antibioticumgebruik bij de keizersnede. Veruit de belangrijkste operatie die wordt gedaan bij runderen in België. En België is veruit het land waar het meeste keizersneden worden gedaan. En desalniettemin moeten we eigenlijk toegeven dat we heel weinig goede data hebben over antibioticumgebruik bij de keizersnee en welke en de vorm en de hoeveelheid en de duur. Dus daar is nog heel veel werk aan de winkel, ook in termen van onderzoek, maar ook in termen van goede richtlijnen maken. Ik denk dat het een zeer nuttige oefening is geweest en we zijn denk ik tot een mooi resultaat gekomen dat binnenkort zal gepubliceerd worden. Maar het toont wel dat er nog veel werk is, ook voor vele andere diergroepen en andere pathologieën om daar aan te werken. Dus die gezelschapsdieren, dierenartsen, die staan aan de vooravond van grote veranderingen in termen van datacollectie die er zit aan te komen. Ook dat is
Europees gereguleerd. Hè. Dus dit is niet alleen een wens van AMCRA, maar het kadert, of van de overheid, maar het kadert in een Europese richtlijn daar rond. Maar ook de wetgeving rond de rode antibiotica bijvoorbeeld, die gaat zich nu uitbreiden tot de gezelschapsdieren. Dat wil zeggen dat eigenlijk het gebruik van die kritisch belangrijke antibiotica, fluoroquinolones, derde, vierde generatie cephalosporines, enkel en alleen nog kan na bemonstering en na een hebben van een antibiogram waaruit blijkt dat er geen andere antibiotica beschikbaar zijn of kunnen gebruikt worden. Dat zal een revolutie zijn, denk ik, voor vele kleine huisdierenpractici, die zich dat waarschijnlijk op dit moment nog niet te volle realiseren dat dat er zit aan te komen. Dus ook daar is er nog werk aan. Opstellen en toepassen van formularia. We hebben de formularia, er is naar verwezen, het vademecum, maar we merken uit studies dat het nog heel vaak helemaal niet wordt gevolgd. Dus ook daar is werk aan de winkel om dat nog te verbeteren. Die focus op preventie, dat ga ik niet herhalen wat daarnet gezegd is, maar het blijft belangrijk. Het enige groene antibioticum is het antibioticum dat niet wordt gebruikt. Dus daar moeten we blijven verder aan werken. En we gaan verder adviseren rond alle mogelijke preventieve maatregelen die je kan gebruiken om minder antibiotica nodig te hebben. Wat ook denk ik belangrijk is en wat zeker een trend zal zijn voor de toekomst, is dat we meer en meer, en ook we gaan meer en meer de data hebben om dat te doen, specifieke groepen gaan kunnen aanspreken. En dan hebben we het vooral over de groepen van de grootgebruikers, de bedrijven die in de rode zone zitten, die langdurig in de rode zone zitten. We zien dat onze cijfers dalen, maar de dalingen die we zien, die zijn eigenlijk vaak door de mensen die het al goed doen, die het nog beter doen. En terwijl dat er in vele sectoren een groep is die achterblijft, die in die rode zone zit, en Wannes heeft het getoond, die groep wordt alsmaar groter, die eigenlijk niet of te weinig bougeert. Dus we zullen, denk ik, in de toekomst veel aandacht daar moeten aan besteden, eerder dan in het algemeen de pluimveesector of in het algemeen de varkenssector aan te spreken, meer specifiek die betrokken actoren aan te spreken. Op basis van datacollectie, op basis van gebruiksprofielen, we hebben gigantisch veel data in de eenheid datacollectie. We kunnen daar nog veel meer mee doen. Met die data, we kunnen daar nog veel meer slimme analyses op loslaten, die specifieke profielen identificeren en die specifieke adviezen ook kunnen geven. Dus daar zit nog veel muziek in. Om op die manier naar gerichte ondersteuningen te evolueren. Goed, ik kom aan mijn eindconclusies en ik heb nog 2 slides. En die zijn een beetje een persoonlijke input van mij na 10 jaar AMCRA. En mijn eerste gaat over trots. Ik denk te mogen zeggen, en ik zeg het toch vanuit mijn eigen standpunt, ik ben trots op het resultaat. Ik ben trots op wat we bereikt hebben, kwantitatief, de cijfers. Wie had 10 jaar geleden echt geloofd dat we bijna het 50% gingen reduceren? En we zijn er nog niet helemaal, maar we zijn al min 85% bijna voor de rode antibiotica. En door mijn enthousiasme ben ik een beetje aan het overdrijven in de cijfers op dit moment. Maar toch ben ik trots. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik het 10 jaar geleden zei, we gaan het 50% reduceren, was het toch een heel grote gok. Want het was helemaal niet zeker dat het ging kunnen. En er zijn er veel hier in de zaal, en ze gaan misschien een hand niet opsteken, maar die toen zeiden, hij is compleet zot. Dat gaat helemaal niet gaan. En toch zijn we er bijna geraakt en dus ik ben daar trots op. Maar ik ben misschien nog trotser op de weg die we afgelegd hebben, want we hebben het samen gedaan. En we hebben het niet gedaan door mensen achter te laten en door mensen weg te duwen. We hebben het eigenlijk gedaan door de groep alleen maar groter te maken. Ik heb het daarnet gehad over meer partners binnen AMCRA, betere samenwerking met de overheid, het convenant die erbij gekomen is. Dus de groep waarmee we het samen gedaan hebben is groter geworden. En ik denk dat dat heel mooi is, want we hebben eigenlijk een wervend project op poten gezet, eerder dan een soort afstotend project. We hebben het samen gedaan. En daarom ben ik ook trots op jullie allemaal die dit gerealiseerd hebben. Mensen die hier zijn, mensen die thuis dat gedaan hebben, de dierenartsen, de veehouders die iedere dag opnieuw die beslissing moeten nemen. Ga ik nu wel antibioticum geven, ga ik nu geen antibioticum geven? Knap dat die beslissing meer en meer is van ik ga het niet doen, want ik denk dat het niet nodig is. Dus ik ben daar trots op dat we dat zo met z'n allen gedaan hebben.
Ten tweede ben ik ook dankbaar. Ik ben heel erg dankbaar voor alle steun, voor alle hulp, alle medewerking. En ik weet niet of dat jullie dat eigenlijk weten, maar de reden waarom jullie uitgenodigd zijn hier vandaag en anderen niet, is omdat jullie allen op een of andere manier meegewerkt hebben aan AMCRA. Dus wie hebben wij uitgenodigd om hier vandaag te zijn? Dat zijn alle mensen die in de afgelopen 10 jaar of in de raad van bestuur gezeten hebben, of in de stuurgroep actief geweest zijn, of in werkgroepen actief geweest zijn. Dus een applausje zou ik zeggen voor jullie allemaal, want het zijn jullie die het werk gedaan hebben. De raad van bestuur heb ik genoemd. Ik heb er daarnet al iets over gezegd. Ik ga niet alle partners in de raad van bestuur nog eens overlopen, maar die zijn natuurlijk cruciaal geweest in het hele verhaal. De stuurgroep, de overheid, minstens even cruciaal in het hele verhaal. En wat toch ook nog daarnet niet gezegd heb, maar wil benadrukken, is het vertrouwen die de stuurgroep heeft gegeven van in het begin, vanuit het voedselagentschap, vanuit het geneesmiddelenagentschap, vanuit de FOD, om dit op te starten, want dat was natuurlijk niet evident. Babcock was iets dat bestond binnen het FOD. Wat wij met AMCRA deden, was iets dat er buiten stond. Een VZW, geleid door een overambitieuze jonge academicus, zo werd ik destijds omschreven door iemand die hier in de zaal zit. Dus dat was niet zo evident om dat zomaar te doen. En toch hebben ze het gedaan en ik denk dat we daar dankbaar moeten voor zijn, want het heeft geloond, het heeft gewerkt en het zal blijven werken in de toekomst. Dus super. De werkgroepen heb ik al vernoemd. En de staf van AMCRA, daar wil ik toch ook even bij stilstaan. AMCRA, de medewerkers van AMCRA, het zijn er niet zo heel veel, maar het zijn wel allemaal super medewerkers die ook heel hard werken. Want het hele vele werk dat wij doen, wordt gedaan met heel weinig mensen. Dus in die zin presteren ze allemaal veel. En ik wil ze even bij naam noemen. Uiteraard Fabiana hebben jullie al gezien op het podium. Benedict hebben jullie niet gezien, maar Benedict is de rechterhand van Fabiana. Dikwijls wat stiller, maar daarom niet minder actief en hardwerkend. Wannes als hoofd van de wetenschappelijke eenheid hebben jullie gezien. Isabel als onze administratieve ondersteuning. Philippe, onze data wizard, de data-analyst par excellence. Maries, recent er ook bijgekomen als ook extra data-analyste. En Axel ook als data manager. En ik zou eigenlijk graag hebben dat die mensen allemaal een keer even recht staan en dat iedereen daar ook eens een heel warm applaus voor geeft. Ten slotte, en om af te sluiten, ik wil jullie allemaal danken voor jullie vertrouwen om al 10 jaar voorzitter te mogen zijn van AMCRA. Het was een super leerzame tijd. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ik heb veel bijgeleerd. Ik heb ongetwijfeld veel fouten gemaakt, maar ik heb denk ik ook wel wat dingen kunnen in gang zetten. En ja, ik heb 3 schatten van kinderen thuis. En ik omschrijf AMCRA vaak als mijn 4e kindje, wat ik met heel dicht bij mijn hart hou. Dank u wel. Peut-être il y a des questions. Ja, peut-être, hè? Je ne sais pas. Hè? Zijn er vragen voor Jeroen en Damien? Bon. Oui, ah, voilà. Ça, c'était pas prévu, mais je résiste pas à l'envie ici de féliciter Jeroen. Oui, enfin, personnellement, je pense, au nom de nous tous, je suis même ému parce que c'est un gros travail qu'on a fait ensemble, il y a des résultats. Pierre, je pense que tu peux venir avec nous, Pierre Nassens, qui a été... Ouais, viens. Qui a été CVO jusqu'en 2016, qui a été mon prédécesseur, qui a été celui au niveau en tout cas de l'AFSCA qui a contribué à mettre tout ça sur les rails. Donc merci et félicitations à toi, je pense, au nom de nous tous. Merci Pierre, merci Fabiana, merci à toute l'équipe.
Je vais continuer à parler en français alors. Il faut dire que les 5 années de CVO, c'était le plus beau moment de ma carrière. J'ai eu une très belle carrière. Je suis fier de mon successeur et des collaborateurs. Donc, et j'ai bien collaboré avec vous tous. Donc, je suis très fier aussi de pouvoir collaborer à AMCRA. Merci. Dank u wel. Dus ik stel voor dat we gewoon verder gaan. Et donc, ben voilà, on est arrivé à un très bon moment parce que j'ai le plaisir d'introduire Monsieur le ministre David Clarenval qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Donc, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est à la fois un plaisir, une grande satisfaction et comme Jeroen l'a dit, c'est aussi une fierté pour moi de vous adresser quelques mots à l'occasion de ce rendez-vous annuel qui fait le point sur la lutte contre l'antibiorésistance. Ce rendez-vous revêt une saveur particulière cette année puisque nous fêtons, on l'a rappelé, en même temps le 10e anniversaire de l'AMCRA. Donc je vous souhaite à mon tour bon anniversaire. Je vous félicite évidemment pour le travail accompli. Les orateurs qui ont pris la parole avant moi depuis ce matin ont rappelé le chemin parcouru par les acteurs de la santé animale dans la politique belge de lutte contre l'antibiorésistance chez les animaux et les très bons résultats obtenus. On l'a encore entendu tout à l'heure. De nombreux efforts restent à faire, mais ne boudons pas notre plaisir en ce jour anniversaire et en ce jour de présentation des résultats. Donc je tiens à vous féliciter pour cet excellent travail démontrant que le système mis en place, basé sur la collaboration entre tous les acteurs et les engagements ambitieux, fonctionne bien. Revenons à l'AMCRA, moteur de ces résultats. Je veux saluer l'initiative de quelques visionnaires, et ils sont présents aujourd'hui, issus du milieu académique, des secteurs de l'élevage et des administrations compétentes en matière de santé animale qui ont eu le courage et la lucidité d'imaginer, dès 2010, une stratégie de lutte basée sur la réduction des antibiotiques dans les élevages, alors que ces enjeux pouvaient sembler contradictoires avec les objectifs de production des secteurs concernés. Nous ne pouvons évoquer le chemin parcouru par l'AMCRA sans évoquer la volonté et l'audace de son fondateur, le professeur Jeroen de Wulf, et de sa collaboratrice Fabiana et cheville ouvrière Fabiana Del Pozzo, de même que le travail de tous les collaborateurs qu'on a cités tout à l'heure. In de voorbije 10 jaar hebben zij van het AMCRA een onvermijdelijke partner gemaakt, erkend door de overheid en de actoren op het terrein voor zijn efficiëntie en zijn onafhankelijkheid. Dit onuitgegeven partnerschap werd gevalideerd in 2012 door een ministerieel besluit ondertekend door mevrouw de minister Sabine Laruelle en gecofinancierd door de overheid, FAVV en FAGG, en de veeteelsector in een verhouding van 70-30%. Wat het AMCRA een jaarlijkse totaalbudget gaf van ongeveer €200.000 om deze goede dynamiek te lanceren en voort te zetten. Wat volgde is een succesverhaal. Het AMCRA heeft andere opdrachten gekregen en ontwikkeld en is een onvermijdelijke partner gebleken in het Belgische beleid voor de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Het theoretisch One Health concept kreeg de concrete vorm door een grotere dialoog tussen de sectoren van de gezondheid van dier, mens en leefmilieu. Het werd verwerkelijkt door het Nationaal Plan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie, dat nu in de voege is.
Het AMCRA speelt daar een sleutelrol in. Ik feliciteer dus het AMCRA voor al het gerealiseerde werk en wens het nogmaals een uitstekende verjaardag en nog veel efficiënte werkjaren voor het hele team en de stakeholder. Dank u voor uw aandacht. Ce n'est pas encore arrivé la fin, oui, effectivement. Donc, wij hebben ook minister Van den Broek, Frank Van den Broek, uitgenodigd vandaag. Maar helaas, hij kon niet van hier aanwezig zijn. Desalniettemin heeft hij ons een videoboodschap gestuurd. Dus die vraag ik om die te laten afspelen. Hopelijk lukt het. Zeer geacht publiek, eerst en vooral mijn excuses dat ik niet fysiek bij u aanwezig kan zijn vandaag. En meteen ook mijn dank voor het feit dat ik u op deze manier op afstand kan toespreken. De behandeling van infecties is altijd een heel belangrijk vraagstuk geweest van volksgezondheid. Wanneer bacteriën, virussen, schimmels of parasieten niet meer reageren op geneesmiddelen, dan wordt de behandeling van infecties vanzelfsprekend veel complexer en neemt ook het risico toe van verspreiding, van ernstige ziekte en van overlijden. Zo tellen we vandaag in ons land al jaarlijks 530 sterfgevallen die toe te schrijven zijn aan antimicrobiële resistentie. En er zijn schattingen die zeggen dat we tegen 2050 meer dan 22.000 dergelijke sterfgevallen zullen gehad hebben, indien er geen extra bestrijdingsmaatregelen worden genomen. De strijd tegen antimicrobiële resistentie vereist dus ambitie, inzet, coördinatie, want het moet gaan over alle beleidsdomeinen. Iedereen moet daarbij betrokken worden. Het is echt one world, one health, ook over de landsgrenzen. Ik vertel jullie niks nieuws wanneer ik zeg dat we daar in België wel al mee bezig zijn. En ik wil jullie meteen niet alleen feliciteren voor de 10e verjaardag van AMCRA, maar ook mijn waardering uitdrukken en u bedanken voor wat u verwezenlijkt heeft in onderzoek en in beleid. We hebben overigens ook vooruitgang geboekt en nieuwe mijlpalen bereikt. Het voorbije decennium is het gebruik van antibiotica in de diergezondheidssector zeer significant gedaald. En in 2021 hebben we een nieuwe antibiotica-conventie ondertekend, met onder meer zeer precieze, ambitieuze doelstellingen voor de diergezondheidssector tegen 2024. Met die doelstellingen borduren we voort op het plan Vision 2020 voor antibiotica-gebruik en antibiotica-resistentie bij dieren. L'année passée également, le plan d'action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens a été validé. Le premier défi de ce plan national est de mieux prévenir et contrôler les infections afin de réduire la transmission des micro-organismes et de la résistance entre les humains, les animaux et l'environnement,
et afin de minimiser aussi le besoin d'antimicrobiens. Le deuxième défi de ce plan national consiste à garantir une utilisation prudente des antimicrobiens et une bonne gestion dans tous les secteurs, y compris l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et fabriqués de manière responsable. Pour y parvenir, il faut élaborer des directives de traitement, les tenir à jour et faciliter leur implémentation. Il faut également soutenir les bonnes pratiques, notamment par la formation. Et finalement, il est aussi essentiel d'élargir les programmes de surveillance afin d'obtenir une vue d'ensemble de la situation en Belgique, d'évaluer l'impact des mesures en place et de pouvoir agir en conséquence. De nieuwe middelen die we voor dit plan hebben vrijgemaakt, die moeten ons land ook in staat stellen om de verschillende uitdagingen tot een goed einde te brengen. En we nemen ook hele concrete, punctuele maatregelen. Zeer recent heeft de federale regering beslist dat kalfjes minstens 10 dagen op de boerderij moeten blijven na hun geboorte, zodanig dat ze robuuster zijn bij het vervoer en dus ook minder antibiotica nodig hebben. Die 10 dagen is een eerste stap, we kunnen dat zo houden. Maar als het antibiotica-gebruik niet verder daalt, dan zullen we die 10 dagen verlengen. Dat is de afspraak. Maar omgekeerd, als we erin slagen om onze antibiotica-doelstellingen te halen, dan kan deze periode op 10 dagen gefixeerd blijven, zelfs al is ze in andere landen langer. Om af te sluiten nog dit. Ik ben me ervan bewust dat antimicrobiële stoffen hele waardevolle geneesmiddelen zijn die nodig zijn. Maar we moeten ervoor zorgen dat ze correct gebruikt worden en doeltreffend blijven. Dat is niet alleen uw zaak, mijn zaak, dat is de zaak van de hele bevolking. En dus uw engagement is belangrijk. Je vous remercie pour cet engagement et pour votre travail précieux, chers collaborateurs de l'AMCRA. Et donc je termine par vous souhaiter de nouveau un joyeux 10e anniversaire. À la prochaine. Ok, on est vraiment arrivé à la fin de cette journée. Et donc, je prends la parole en dernière. Et je vais aussi faire mes remerciements. Donc, en premier lieu, à tous les participants à cette journée, vous avez été nombreux ici, à Wangen, et également en ligne. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais que c'était quand même beaucoup de personnes qui étaient connectées. Ceci démontre d'un grand intérêt général pour la question et une forte implication. We wensen alle organisaties en hun vertegenwoordigers die deelgenomen hebben aan de AMCRA-werkgroepen, de talrijke vergaderingen en discussies, te bedanken voor hun inzet, hun constructieve inbreng en engagement. Het was niet altijd gemakkelijk, maar samen zijn we erin geslaagd talrijke adviezen en richtlijnen te formuleren om te bouwen naar een duurzame antibioticumbeleid in België. Notre reconnaissance aussi aux autorités et à la Babcock qui ont cru à l'AMCRA lors de sa fondation en 2011 et qui depuis lors nous soutiennent dans nos activités. Des remerciements particuliers au conseil d'administration, aux organisations fondatrices de notre ASBL et aux nouvelles organisations qui sont rentrées au fil des années. Le conseil d'administration accomplit un travail intense et déterminant. Nous vous demandons beaucoup, nous en sommes conscients, mais votre engagement et votre enthousiasme ne faiblissent pas et nous vous en remercions. Speciaal een woord van dank voor onze voorzitter, Jeroen de Wolf. Jeroen, u bent een referentie, een wetenschapper die zich volledig heeft ingezet voor de strijd tegen antibioticaresistentie en dat al 10 jaar lang. U was samen met andere oprichter van AMCRA, ook aan de andere oprichters die hier vanavond aanwezig zijn, van harte bedankt voor uw inzet. Et pour finir, merci aussi au staff de l'AMCRA, aux collègues dont le travail a fait le succès de notre organisation. Je termine ici. Et je vous invite maintenant à prendre un apéritif et à manger un barbecue ensemble. Ça sera dans le jardin ici, à côté, où on entend parler déjà. Je pense que tout est prêt. Il faut sortir par là. Et voilà.
Un petit mot par rapport à Kastelhoeve. On m'a vraiment demandé que ça soit terminé pour 10 heures. Apparemment, on a des horaires un peu... Voilà. Et il y a aussi des personnes qui habitent ici dans le bâtiment. Donc, quand vous sortez, vous pouvez sortir par où vous voulez, par ici ou par la cour, mais sans faire trop de... Voilà, voilà. Il y a des gens qui habitent ici, donc voilà. Mais bon, on peut rester ici, pas de souci, jusqu'à 22 heures. Mais après, ça doit être un petit peu plus calme, donc il fallait que je lise. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne soirée ensoleillée, soleil et zomerse avond. Voilà. Dank u wel.